des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Réputée pour ses plages tropicales, ses palais royaux, ses innombrables temples et statues bouddhiques, la Thaïlande est un pays de contraste et à côté de cette vision touristique, la Thaïlande se dévoile sous la caméra de Nicolas Pellissier et Patrick Moreau pour les ciné-conférences Altaïr. Patrick Moreau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc venu à Laval ce 4 mars pour nous faire rentrer en quelque sorte dans l'intimité de la Thaïlande, bien au-delà des clichés et des cartes postales. Oui. Nicolas et moi, nous évoquons tout de même dans le film tout ce qui fait l'attrait d'un voyage en Thaïlande. Hein. Ces pagodes étincelantes, les villes anciennes d'Ayutthaya, Sukhothai, les plages, vous en parliez là, à l'instant, les plages des îles du Sud. Et souvent d'ailleurs, les voyageurs terminent un séjour en Thaïlande après être allés dans les régions de montagne du Nord, après avoir visité les cités anciennes, qui sont extrêmement intéressantes. Hein. La Thaïlande a un passé ancien, un passé très riche, et donc souvent les voyageurs terminent leur voyage, leur séjour par quelques jours passés sur les plages de Koh Samui, de Phuket ou des îles proches de Krabi. Avec un côté effectivement plus touristique, hein. Et c'est ça qui est très contrasté, je trouve, en Thaïlande. Hein. C'est à la fois un relief assez contrasté, et puis à la fois une authenticité du pays, et puis en même temps ce développement touristique avec des hôtels comme on en imagine dans les pays les plus modernes du monde. Exactement. Il faut dire que juste avant la pandémie de Covid-19, la Thaïlande a reçu 40 millions de visiteurs. C'est un des pays les plus visités de la planète. Et c'est aussi le premier élément de l'économie du pays, le tourisme. Hein. Avant le riz, puisque c'est le premier producteur mondial de riz, le deuxième ou troisième exportateur mondial de riz suivant les années, le caoutchouc naturel, etc. Aujourd'hui, un développement industriel également. C'est un des pays les plus avancés de la région de cette région de la péninsule indo-chinoise, de cette région de l'Asie du Sud-Est. Et donc, le tourisme est évidemment un élément très, très, très important et qui, en fait, date de la fin de la guerre du Vietnam. Parce que quand les GI, pour se reposer, pour se détendre, pour souffler, entre leurs combats dans la jungle vietnamienne, dans les rizières vietnamiennes, ils séjournaient en Thaïlande. Et il y a eu des infrastructures hôtelières, des restaurants, des hôtels, des salons de massage, les fameux salons de massage, des discothèques, etc. pour ces GI américains. Et quand les Américains ont quitté le Vietnam en 1975, quand la guerre a été terminée, les infrastructures hôtelières qui avaient été mises en place sont restées désertes. Et on a fait une promotion considérable pour développer le tourisme en Thaïlande, donc avec des vols à prix très bas, des hôtels confortables. Vous parliez des hôtels standards occidentaux, prix aussi relativement bas, etc. Et donc ça a été le début d'un tourisme de masse en Thaïlande pour atteindre 40 millions de visiteurs juste avant 2019. Hein. C'est vraiment un pays très particulier dans cette région de l'Asie du Sud-Est. Autre particularité. Pardon, juste oui. Patrick, je me permets de vous couper, juste parce que sur ce tourisme, on ne peut pas faire l'impasse non plus d'une certaine réputation du tourisme en Thaïlande, sexuel. Du tourisme sexuel. Exactement. Mais ça, c'était lié à la présence des GI américains pendant la guerre du Vietnam. Le massage, parce que ça passe par le massage, ce fameux salon de massage. On en voit absolument partout en Thaïlande. Et pas seulement à Bangkok ou à Pattaya, mais dans toutes les villes d'une certaine importance en Thaïlande. Mais il faut savoir tout de même que le massage en Thaïlande fait partie d'une tradition, ça fait partie de la médecine traditionnelle. Le massage était pratiqué dans les monastères par les bonzes. Il y a encore un grand monastère à Bangkok, où les bonzes ont encore cette pratique du massage. Et ça a été complètement dévoyé. Dans tous ces pays de l'Asie du Sud-Est, ça fait 35 ans que je me déplace moi, dans cette région de la péninsule indo-chinoise, Vietnam, Laos, Cambodge, etc. Partout, on pratique le massage. Ça fait partie de la médecine traditionnelle. Et ça a été totalement dévoyé lorsque les GI américains venaient en repos en Thaïlande.
Voilà, absolument. Et donc ça a été un point fort qui a été mis en avant pour que le tourisme se développe en Thaïlande d'une manière, scandaleuse et complètement aberrante. Parce que ça fait absolument pas partie De la culture, de la ouais. culture thaïlandaise. Les Mmh. Thaïlandais sont d'une pudeur, ils sont pudiques au possible. On finit par accepter, Ouais. cet, état de choses. Beaucoup de jeunes femmes et surtout des jeunes femmes de l'Isan, c'est-à-dire du nord-est de la Thaïlande, n'ont pas d'autres ressources que de venir travailler à Bangkok et le plus souvent dans ces fameux salons de massage. Mmh. Oui, parce que c'est encore une réalité aujourd'hui. Et absolument, Mmh. bien sûr. Alors le roi Rama IX, qui a régné pendant 70 ans et qui a laissé le trône à son fils, Rama X aujourd'hui, c'est la dynastie des Chakris qui perdure depuis un siècle et demi. Le roi Rama IX, qui a été extrêmement vénéré, qui l'est toujours d'ailleurs admiré par les Thaïlandais, d'abord il a mis un frein considérable au problème de la drogue, c'est-à-dire l'opium et l'héroïne du Nord, le triangle d'or que je vais évoquer dans le film bien sûr, et également aussi mis un frein, pas suffisamment, mais quand même, à la prostitution, et surtout la prostitution enfantine dans le pays. Mmh. Après, c'est aussi de la responsabilité de ceux qui viennent consommer, hein. Évidemment, évidemment. Voilà. Alors, allez, on termine avec les sujets entre guillemets un peu compliqués. On va parler de la drogue et puis après, on parlera plus, Mmh. de façon plus légère, hein. Ah oui, Alors, oui, la oui, parce que drogue, bon, beaucoup de ouais, touristes n'y vont pas du tout oui, fort heureusement. pour aller dans les salons de massage dévoyés. Ils vont absolument pour visiter un pays magnifique avec des villes anciennes extrêmement intéressantes, des monastères, des pagodes, etc. Une végétation superbe, etc. Et entre le nord, l'extrême nord, le triangle d'or, et l'extrême sud, jusqu'à Yala, à la frontière malaise, il y a une diversité de paysages extraordinaires. On se déplace très facilement en Thaïlande. C'est sans doute le pays pour un voyageur qui n'est jamais allé en Asie du Sud-Est, c'est évidemment le premier pas et le pas le plus facile pour aborder la culture de cette région. Et en même temps, nous, on fait l'impasse sur la drogue. En même temps, c'est un pays effectivement qui reste, très pauvre, où la population semble extrêmement pauvre et puis effectivement une autre partie de la population très, très riche. Mais c'est vraiment très, très Alors, contrasté. Isabelle, vous avez tout à fait raison de parler de cela, parce que c'est un des pays les plus inégalitaires qui soit. On considère que 1% de la population possède 60% des richesses du pays. C'est monstrueux. Donc vous avez des familles, et surtout les familles qui gravitent autour de la cour, et de l'armée au niveau supérieur, généraux, etc. Donc, un écart extrêmement grand, extrêmement important entre les plus riches et les plus pauvres. Ces populations, les populations montagnardes du nord, les populations de l'Isan, c'est-à-dire tout le nord-est du pays. Il faut savoir que dans cette région vivent des Laos, que les Laos sont plus nombreux dans cette région du nord-est de la Thaïlande qu'au Laos. Le Laos est un pays que je connais très bien. J'ai fait un film sur le Laos que j'ai d'ailleurs présenté ici à Oui. Laval, hein. Et il y a 6,5 millions d'habitants au Laos, ou 72 millions en Thaïlande. Les Laos sont plus nombreux en Thaïlande qu'au Laos. Et il y a de très bonnes façons de se rendre compte quand on voyage dans cette région du Nord-Est, si on est dans une famille Lao, véritablement Lao, quand on voit les villageois, les habitants d'un village, utiliser leurs doigts pour faire des boulettes quand ils prennent le riz, c'est du riz, c'est des kaoniao. Kaoniao, c'est le riz gluant. Et le Laos est le seul pays qui consomme quotidiennement le riz gluant, qui est une variété de riz. C'est pas du riz Oui, collant, c'est pas la façon de le cuire c'est pas effectivement. c'est pas un riz qu'on a trop cuit, bon, etc. C'est vraiment une variété de riz qu'on ne peut pas manger avec des baguettes. On doit faire des petites boulettes, trempées dans une sauce, etc. Et quand on est dans le nord-est de la Thaïlande, quand on est dans une famille, quand on voit sur la table ce petit panier, on sait on est chez les Lao et qu'on va manger du riz gluant et avec les doigts. Alors comment on explique, hein, cette, présence, très forte, hein, du peuple Lao en Thaïlande, hein? C'est des liens historiques. La Thaïlande est le C'est amical? non, 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 ce D sont des liens historiques. Oui, mais amical? Oui, Oui. oui, le Laos, oui, c'est pas une, Oui, oui, oui. oui, oui, le Laos et la Thaïlande ont eu un destin commun. C'est-à-dire qu'au XIIe siècle, venant du Yunnan, cette grande province de la Chine, et des contreforts du Tibet, les populations se sont divisées en deux branches. Une branche est allée vers le Siam, l'ancien nom de la Thaïlande, Ouais. jusqu'en 1939, et une autre branche s'est dirigée vers le Laos.
Le thaï et le lao, la langue lao, sont des langues très proches. Quand on parle lao, on comprend le thaï et inversement. Les Lao, qui ont des médias extrêmement pauvres, une radio, une télévision qui ne leur apporte pas grand-chose, qui est très peu diverse, pratiquement tous les Lao ne regardent que la télévision, enfin les chaînes de télévision thaïlandaises. Et donc ils ont l'habitude du thaï. Ils parlent pas toujours très fluidement le thaï, mais ils comprennent très bien. Et les deux langues sont voisines. Moi, je me débrouille en Lao, en Thaïlande aussi. Bon, je me suis un peu moins impliqué dans l'apprentissage de la langue thaï. Donc Mais en tout cas, vous vous en sortez quand vous êtes oui, là-bas, quoi. ce sont des langues très très proches. Ce sont vraiment des cousins, Mmh. absolument des cousins. Alors que Et les birmans, c'est totalement alors différent. C'est une justement, autre. Ce n'est pas du tout. Il n'y a pas du tout de lien entre les birmans et les thaïs. c'est pour ça que j'ai posé la question effectivement, Patrick Moreau, vous qui connaissez si bien ce pays, parce que, les liens entre, la Birmanie et la Thaïlande ne sont pas du tout aussi amicaux, donc entre la Thaïlande et Pas le du tout, Laos, hein. et on peut Mmh. évoquer la présence des Karen qui sont, Mmh. ballottés, peut-être rejetés par l'un par l'autre? Oui, oui, oui. Bon, les Karen, ont une place un petit peu à part. Sont des montagnards venant également de Chine. Toutes ces populations que l'on rencontre dans la péninsule indochinoise, c'est-à-dire Vietnam, Cambodge, Laos, le Cambodge non à part, le Vietnam, le Laos, la Thaïlande, Birmanie, sont des populations qui viennent donc du Yunnan ou du Tibet, en fait des régions entre Tibet et Yunnan, qui sont installées au cours des siècles dans cette région. Les Hmong, qu'on connaît bien en France, hein, sont arrivés les derniers au fin du 19e, début du 20e siècle, et ont occupé les vallées les plus hautes de ces régions montagnardes. Les Karen vivent depuis des siècles dans cette région, à cheval sur ces pays, Thaïlande, Laos, Birmanie. Et si vous portez l'accent sur les Karen, c'est sans doute parce que beaucoup d'entre eux sont catholiques. Oui, C'est ça, tout hein? à fait. Voilà. Bon. Ou ont adopté l'église évangélique. Bon. Alors que les autres populations sont animistes. Et les Karen étaient animistes au départ, hein. Bon. Ouais. Pourquoi les Karen ont été évangélisés, je ne saurais pas le dire, hein. Donc effectivement, alors je parlais des Karen à propos justement d'un camp de protection d'éléphants au nord de Chiang Rai, une des villes du Triangle d'Or, dans le nord de la Thaïlande, où les Karen sont assez nombreux. Ils travaillent justement dans ce camp qui est un camp de protection d'éléphants qui a été créé par une jeune française, Sophie Marguerite, et elle a épousé un Karen d'ailleurs. Je l'ai dit c'est elle qui le dit d'ailleurs dans le film, c'est pas moi, qu'elle a reçu un éléphant cadeau de En mariage. dot? C'est pas commun. Ouais, C'est ouais. pas commun, mais ça a Bon. fondé toute sa vie. Et donc son époux est un Karen. Donc, ce sont des populations qui ont été, qui à l'époque, à une certaine époque, si vous voulez, ont été, ont passé les frontières. Pour eux, il n'y avait pas de De frontières, en fait, frontières. précisément. Oui, Les oui. Karen vivaient entre la Birmanie et le Siam, et puis bon, Voilà. Ouais. c'était leur pays, leur région. Alors, il y a une chose qu'il faut dire quand même, c'est que la Thaïlande a une place un peu particulière dans cette région, parce que à l'ouest, vous avez l'Empire des Indes. Bon, l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, la Birmanie qui était sous influence, sous protectorat britannique, la Malaisie, et puis de l'autre côté, à l'est, vous avez ce qu'on appelait l'Empire français, avec l'Indochine, c'est-à-dire Vietnam, Cambodge et Laos. À l'époque, c'était Tonkin, Annam, Cochinchine, Mmh. c'est redevenu le Vietnam, mais donc pendant un siècle, ça a été cette influence française, donc à l'est, et la Thaïlande, le Siam, puis ensuite la Thaïlande, est un pays qui est resté totalement indépendant, n'a pas connu du tout la colonisation, n'a pas du tout connu d'influence étrangère. Et elle est Et ça a restée, été un des pays les entre plus prospères de la région. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, les Siamois avaient des liens commerciaux avec, avec l'Occident, et en particulier, il y avait un contrat qui a été signé entre Narai, un souverain siamois, et Louis XIV. Et c'est un des pays les plus, ça a été depuis longtemps. Et à partir de la chute de l'Empire Khmer, puisqu'il y a, on peut le voir dans l'Isan, dans le sud de l'Isan, en Thaïlande, de très très beaux temples Khmer, et je les montre dans le film. Après la chute de l'Empire Khmer, c'était le royaume le plus prospère de toute cette région. mmh
Et effectivement, puisque, vous parlez, des temples, Patrick Moreau, et puis je crois qu'il faut qu'on arrive aussi à cette vision un peu carte postale. Les temples sont extrêmement réputés en Thaïlande et c'est une réputation tout à fait justifiée. Effectivement, il y en a qui datent de très longtemps et qui sont un peu comme de la dentelle, hein. Ah oui, oui, oui. Alors je vous laisse, dire Ah les oui. noms parce que c'est un petit peu plus compliqué pour moi de dire les noms de ces temples, Alors, il y a les temples Khmer, ça c'est la période voilà, ouais. angkorienne, hein, la période d'Angkor. Et le premier royaume siamois, ça a été Sukhothai, au 13e, 14e siècle. Et les Siamois ont emprunté la culture Khmer. Et leurs temples ont été construits sur le modèle des temples d'Angkor, ou les mausolées ou les tombeaux. Parce qu'en fait, quand on parle pour Angkor de temples, ce sont plutôt des mausolées. Ouais. Bon. Et des édifices religieux en tous les cas. Et puis il y a aussi, donc, il y a cette période, il y a une période hindouiste, une période bouddhiste. Les Thaïlandais sont bouddhistes à 92-93%, c'est vraiment un pays bouddhiste, comme les pays voisins, hein, le Cambodge et le Laos également, ou la Birmanie. Mais aujourd'hui, on voit alors il y a des temples extrêmement anciens, et puis des nouveaux, genre tout récents. Nous montrons dans le film, il y a une petite séquence sur ce qu'on appelle le temple blanc, près de Chiang Rai, ou le temple noir, le temple de la vérité à Pattaya, qui sont l'un un temple en pierre, en dur, et puis un autre à Pattaya, qui est un temple en bois, sans aucune pièce métallique, c'est un superbe temple. Puis aussi les temples traditionnels, les pagodes, les pagodes bouddhiques que l'on connaît dans toutes les villes et villages de Thaïlande. Mmh. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir, alors peut-être pour notre culture européenne, hein, de voir le nombre de temples, de statues, de lieux de dévotion, en Mm, fait, mm. à Bouddha. Partout, partout. Oui, à Bouddha, et puis, mais également, il faut pas occulter l'hindouisme, Oui, l'animisme et c'est le vrai bouddhisme. oui, pardon. Et Mmh. il y a un phénomène d'interpénétration des religions dans cette région. En Thaïlande comme au Laos, hein, ou en Birmanie. Les éléments hindouistes sont très très présents. Quand le roi de Thaïlande, quand il y a une cérémonie importante au palais royal à Bangkok, il y a dans la salle d'audience au palais à la fois des supérieurs de monastères, des supérieurs de monastères bouddhiques, des bouddhistes, et il y a aussi des brahmanes hindouistes. Et comment dire, le symbole de la royauté aujourd'hui, c'est Garuda. Garuda, c'est une semi-divinité hindouiste au départ. Un homme avec une tête d'oiseau, etc., un bec d'oiseau, etc. L'hindouisme est très présent. L'animisme également. Il y a des traditions encore aujourd'hui qui sont liées à l'animisme ou à l'hindouisme. Ce sont Donc par des éléments exemple, qu'on retrouve absolument partout. ouais, par Ça exemple, pose, oui, pardon, une de ces traditions, par exemple, ouais. la maison aux esprits, par exemple. Quand on construit une maison, on construit un petit temple pour le terrain, puis ensuite un temple un petit peu, c'est pas un temple, c'est un temple miniature, si vous voulez, une petite construction miniature sur un pilier. Bon, et c'est pour que les esprits protègent d'abord le terrain, et puis ensuite, quand on a construit la maison, que les esprits protègent la maison des mauvais esprits. Et ça, c'est l'animisme. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent, Ah bah, il de n'y a pas une par maison, qui se construit ah bah, il n'y sans a pas une maison ouais, ouais. thaïlandaise sans qu'il y ait la maison des esprits. Et Mmh. quand on construit, avant de construire une maison, avant de choisir un terrain, on fait venir des bonzes il faut venir d'abord faire venir un astrologue pour choisir le bon emplacement, la bonne exposition, etc. Et quand on fait la construction de la maison, des bonzes viennent pour bénir, pour une petite cérémonie religieuse pour que les choses se passent bien. Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'en Thaïlande, en fait, hein, chacun peut vivre de sa religion de façon pacifiée? Enfin, il y Mais a pas complètement, de guerre c'est de sans doute le pays le plus ouais, tolérant de cette région. Parce qu'il faut quand même rappeler, quand on parle du bouddhisme, philosophie, religion non violente, pacifique, etc., faut quand même se souvenir de la période de Khmer Rouge. Bon, au c'est vrai. Cambodge, entre 75 et 79, les Khmer Rouges, qui ont adopté l'idéologie des gardes rouges chinois, étaient, et sont restés, même en étant gardes rouges, des bouddhistes. Le Cambodge est un pays bouddhiste. Ce sont quand même des bouddhistes qui ont massacré 1,5 million de leurs concitoyens
bouddhistes comme eux. C'est quand même assez impressionnant et assez surprenant pour nous, occidentaux. Oui, c'est vrai que par rapport à l'image qu'on se fait effectivement de... Et pour reparler de la Birmanie, il faut se souvenir de l'épisode des Rohingyas. Dans le nord-ouest de la Birmanie, un supérieur de monastère, donc un bouddhiste, a entraîné sa communauté, épaulé par l'armée birmane, à massacrer, brûler les villages des Rohingyas et les pousser vers le Bangladesh, où ils sont encore aujourd'hui entre 500 000 et 1 million, dans des camps de réfugiés. Et et donc, la Thaïlande demeure un lieu de tolérance et d'accueil qu'on retrouve pas ailleurs. Ils ont accueilli les fameux, j'en parlais tout à l'heure, des fameux Bod People vietnamiens et Lao. Aujourd'hui, ils accueillent les Birmans qui fuient la guerre en Birmanie. C'est un pays d'une très très grande tolérance qui accepte. Bon, on peut retrouver à côté du bouddhisme, l'animisme, le taoïsme, le christianisme, l'église évangélique, l'islam, l'hindouisme. Il y a une communauté musulmane très importante dans le sud du pays. Ce sont des musulmans originaires de Malaisie, mais qui vivent dans le sud. Et tout ce monde-là vit en paix et en harmonie. Et c'est vrai que vous dites aussi dans votre film que la Thaïlande est un pays de bienveillance aussi, de liberté et de sécurité. Oui, absolument. On se sent en sécurité en Thaïlande. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est dû à une police extrêmement vigilante ou bien à une non-agressivité en fait absolument, du peuple. Absolument, une non-agressivité. Non, bon, évidemment, il y a une police, une armée, etc., mais elle n'est pas omniprésente dans les rues de Bangkok ou des grandes villes de Thaïlande. Non, on voyage en toute sécurité. Patrick Moreau, s'il fallait que nos auditeurs gardent une image peut-être de la Thaïlande, même sans avoir vu ce film que vous avez présenté donc ce 4 mars dans le cadre des ciné-conférences Altaïr. Donc s'il fallait qu'on garde une image, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme mot pour nous évoquer cette image de la Thaïlande? Ah, c'est une colle? Oui. Parce qu'il y aurait plusieurs images à garder peut-être. Oui. Peut-être de ces paysages. Effectivement, on a parlé des plages notamment du sud qui sont un petit peu colonisées pour certaines, par des complexes hôteliers, mais malgré tout, il y a une authenticité et un relief, enfin, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais assez saisissant et incroyable, des paysages époustouflants. Oui. Vous parlez de la géographie, vous parlez de l'environnement. Oui, du coup, je sais pas de l'image, je sais pas. Là, c'est une image qui me vient. Ce sont des paysages tellement divers. Le pays fait 1800 km du nord au sud, 600 km dans sa plus grande largeur. Oui, c'est pas énorme. 30 km dans sa plus petite largeur, parce que si vous voulez, c'est un pays géographiquement complètement déséquilibré, avec une grosse tête, si vous voulez, puis un corps extrêmement fin pour arriver jusqu'à la Malaisie, jusqu'à la frontière malaise, avec une diversité de paysages, des montagnes, des vallées, un fleuve, la Menam Chao Phraya, le sud, une jungle qui a été déforestée pour créer des plantations d'EVA. Ces îles, centaines d'îles et d'îlots dans le golfe de Thaïlande ou le long de l'océan Indien à l'ouest. On a absolument tous les paysages qu'on puisse imaginer, enfin dans ces régions d'Asie, bien sûr. Vous n'allez pas trouver des sapins ou des chênes, mais donc une végétation tropicale, un pays de moussons aussi, de ces pluies de moussons. Je dirais, l'image que j'ai, c'est la diversité, c'est-à-dire des paysages très, très, très différents les uns des autres et souvent magnifiques. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Patrick Moreau, de nous avoir permis de faire ce voyage grâce à cette projection que vous avez faite, et puis grâce à ce petite interview qui nous mettra, je l'espère, des images dans les yeux. La prochaine séance des ciné-conférences Altaïr, ça sera sur les villes saintes, et c'est le 25 mars. Et vous connaissez bien aussi Jamel Bali. Jamel Bali, absolument, qui a fait, il y a quelques années, le tour du monde en courant. On l'avait reçu effectivement à l'antenne. Ouais. Alors, il avait déjà fait quelques séquences à partir de ces villes saintes qu'il a visitées. Il est reparti, il a réactualisé donc son montage. Et surtout, il en parle avec beaucoup de talent, de ferveur, etc. Donc, je pense que les spectateurs seront ravis d'aller découvrir son reportage. De même qu'ils ont été ravis de découvrir votre Thaïlande. Patrick Moreau, celle que vous avez filmée avec Nicolas Pellissier également. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous.